Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 livres. Le premier, il s'agit de Polar Vert de Thierry Colombier, paru chez Milan. Ce premier tome s'appelle Les algues assassines. Je vous parlerai ensuite de Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre, paru chez Scrinéo. Et on finira avec La maison au milieu de la mer céruléenne de Tiji Clown, paru chez De Saxus. Allez, on commence tout de suite avec Polar Vert qui est sorti le 25 août en librairie, donc il y a quelques jours. J'ai lu ce roman grâce à Milan qui organisait aussi toute une communication sur ce roman, sur cette sortie. Aujourd'hui c'est le dernier jour de ce Instagram Tour. Donc j'ai fait un petit article, une petite chronique sur mon Instagram et je le couple avec cette chronique ici pour plus de complétude. Voilà, je vais tout vous dire sur ce livre. Nous y suivons Clairvy qui est une jeune fille. Sa vie va basculer lorsqu'elle va arriver sur sa belle plage de Bretagne et qu'elle va découvrir son frère qui est dans un sommeil profond, on va dire, étendu, comme vous le voyez sur l'image, sur la couverture, sur son cheval à elle. Et par contre son cheval lui est mort et ils sont entourés d'algues vertes qui, voilà, qui les ont intoxiqués. Et donc Clairvy va essayer de sauver son frère et elle va être embarquée dans une pagaille pas possible, on va dire. L'auteur ici va s'attaquer à deux thèmes assez forts, donc le trafic d'espèces protégées et la pollution engendrée par ces algues vertes. Alors plus que de la pollution, c'est vraiment un danger puisque ces algues vertes rejettent des gaz qui ont des conséquences assez destructrices. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé ce roman, même si je dois bien avouer que quand je suis arrivée à la moitié du livre, j'étais pas forcément convaincue parce que il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée et il y a pas mal de choses qui ne me plaisent pas dans un roman comme ça. Bien sûr, la grande qualité de ce roman, c'est son thème. Il a vraiment le beau rôle, voilà, il nous interpelle sur des problématiques de notre temps. Hein. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, il faut prendre les armes, comme le dit si bien l'auteur. Et lui, il utilise l'arme des mots pour pouvoir sensibiliser et pour montrer tout ce qui ne va pas. Enfin, tout ce qui ne va pas. Quelques petites choses qui ne vont pas, hein. Forcément, il ne peut pas s'attaquer à un mastodonte tel que l'écologie et la protection de la nature. Il s'attaque à deux thèmes en particulier et c'est très bien exposé là-dedans. Bref, je pense que ce roman est un coup de poing vraiment pour sensibiliser tout le monde à la question de l'écologie, de l'environnement, de la protection de la nature. Après, j'ai trouvé des défauts. Si vous voulez, ça se lit bien, ça se lit vite, mais on est dans une ambiance où nous suivons Clairvy qui se retrouve confrontée à deux mondes. Elle a d'un côté son frère qui est quelqu'un qui va vouloir à tout prix protéger la nature et qui va s'engager dans des actions. Et de l'autre côté, Clairvy est partagée avec son désir de rentrer dans la famille de Lucas. Lucas, c'est son amoureux, elle est folle amoureuse de lui. Ils vont se marier, ils veulent se marier, mais Clairvy n'a que 17 ans, donc ils attendent un petit peu. Et Lucas, c'est l'amour de sa vie, et il fait partie d'une famille qui trempe dans ces affaires-là de trafic d'espèces, et qui ne doivent peut-être pas être vraiment étrangers à cette histoire d'algues assassines. Bref, Clairvy, elle est un petit peu le cul entre deux chaises, si je peux m'exprimer ainsi. Vraiment, elle est partagée entre ces deux mondes et on le sent extrêmement bien. C'est très très bien retranscrit dans le roman. Mais en même temps, j'étais un petit peu agacée par son comportement parce qu'elle cautionne cette famille qui trempe dans des affaires louches. Et d'un autre côté, bah, c'est son frère quand même qui a été attaqué. Donc voilà, elle est déchirée entre ces deux mondes, c'est très bien retranscrit, mais en même temps j'étais agacée par elle parce qu'elle n'arrive pas à choisir. Et c'est très frustrant quand on lit ça.
mais c'était bien fait de ce côté-là. La plume de l'auteur est très factuelle, qui est assez froide finalement. On est dans une enquête. Clairvy va se retrouver, je vous dis, entre ces deux mondes et les autorités vont essayer de jouer là-dessus et faire en sorte qu'elle espionne un petit peu la famille de son amoureux. Non, c'est une plume très factuelle, très froide, avec on va à l'essentiel des choses. Et moi, ce qui m'a pas forcément plu là-dedans, c'est l'ambiance. Vous le savez, depuis très longtemps, je n'aime pas tout ce qui est roman un peu mafieux, tout ce qui est roman où on tombe dans une guerre entre des familles, une guerre de clans, ce genre de choses. Et malheureusement, là on est totalement là-dedans parce qu'on se retrouve avec une famille pleine de secrets, voilà, et puis c'est la loi du silence. Bref, ça m'a fait penser à la mafia et du coup, ça me plaît pas forcément ce genre de choses. Après, l'enquête faisant ce qu'elle est, on se laisse embarquer. Et je suivais Clairvy avec toutes ces indécisions et je me retrouvais à me dire mais la pauvre elle va se mettre dans une panade pas possible. Et bien sûr ce n'est que le tome 1, c'est une duologie. Du coup la suite, c'est la fin. Donc je lirai le second tome parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui va lui arriver. Parce que elle est dans une panade pas possible et la pauvre je la comprends. Déchirée comme elle est, c'est compliqué. Mais voilà, il y a ses avantages, il y a ses inconvénients à ce roman. Moi je suis un peu mitigée parce que je vous dis, il y a cette ambiance mafieuse qui ne m'a pas plu forcément parce que j'aime pas ça, mais ça c'est un goût personnel. Sinon il y a toute la thématique écologique et ce roman a au moins vraiment l'avantage de nous plonger là-dedans et de nous faire prendre conscience des dérives qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'environnement et ça c'est un super point. On continue avec ce roman qui est sorti le 26 août, donc décidément je vous parle de deux sorties très récentes, Sous le sceau de l'hiver avec cette magnifique couverture. Je la trouve magnifique. Alors oui on est en plein mois d'août, mais Sous le sceau de l'hiver, écoutez, c'est pas si mal parce qu'on a un temps dégueulasse donc allez, il fallait se lancer dedans. Nous sommes dans un roman où les humains côtoient les faées. Le voile a été levé depuis quelques années maintenant. Donc les humains savent que les faées existent et que ils se côtoient. On va dire ils se côtoient. Il y a deux cours, la cour de l'hiver, la cour de l'été. Nous allons suivre Virgile qui est un changeling qui va tenter de se tuer. Il veut se suicider, il veut en finir avec la vie. Si vous voulez, les changelings ont une très mauvaise réputation. Ce sont en général des assassins, des meurtriers, des drogués, des trafiquants, bref. Et Virgile malheureusement n'échappe pas à la règle. Il est orphelin, il a été pris sous son aile par son oncle qui est un grand trafiquant de drogue et Virgile est tombé dans la drogue et il deal et voilà et il veut se tuer parce qu'il veut en finir avec tout ça, il n'en peut plus. Sauf que au moment où elle va vouloir se suicider, la cour de l'hiver va l'appeler, la reine va lui donner une mission et malheureusement il ne peut pas refuser. Elle va le transformer en immortel tant qu'il n'aura pas réussi cette mission. Voilà, il devra continuer à vivre malgré lui. Et il va rencontrer Camille. Camille qui est un être non binaire, donc qui n'a pas de sexe, qui n'est ni fille ni garçon, et qui va l'aider dans sa mission pour découvrir où ont disparu les deux chevaliers de la cour d'hiver, donc des êtres magiques qui ont disparu et ils se rendent compte qu'il n'y a pas que ces deux chevaliers qui ont disparu mais que d'autres êtres, créatures magiques ont disparu aussi et donc on va être dans cette enquête là. Sincèrement, alors je vais être sincère avec vous, je n'ai pas apprécié ma lecture parce que je trouve qu'on est bien trop éloigné de ce qu'on nous vend dans le résumé. Dans le résumé, on nous parle de Paris, des faées qui coexistent avec les humains, de Camille et Virgile qui vont mener une enquête. Voilà, ça je vous l'ai dit. Simplement,
on ne nous parle jamais de drogue, on ne nous parle jamais de ce côté très sombre, et pourtant, toute l'histoire va être concentrée là-dessus. Toute l'histoire va être tournée sur ces deux personnages, dont Virgile, qui est junkie, qui ne pense qu'à sa prochaine dose, qui veut se tuer par tous les moyens, mais qui de toute façon est immortel, donc qui ne peut pas. Mais voilà, on a vraiment ce focus sur la drogue continuellement. Même dans l'enquête, la drogue va prendre une proportion énorme. Et du coup, je trouve que moi, je me suis sentie un petit peu flouée par rapport au résumé qui n'en parle absolument pas parce que on est dans quelque chose de très sombre, de très glauque, vraiment. Et clairement, ça plombe le moral complètement. Du point de vue des personnages, on est très concentré sur les personnages. Voilà, on va apprendre la vie de Virgile et malheureusement cette vie a été complètement pourrie. On comprend pourquoi il veut se suicider, mais complètement pourrie. Du côté de Camille, ça n'a pas été mieux. Son personnage, à elle, n'est pas comprise par sa famille, par d'autres personnes. Personne ne comprend cette non-binéralité. C'est comme ça que ça se dit, je ne sais pas. Binaire, binéralité. Bref, j'invente des mots. C'est pas grave. Et voilà, ce sont deux personnes qui sont extrêmement solitaires et qui vont se retrouver ensemble pour mener cette enquête. Et voilà, la vie va faire qu'ils vont se rencontrer. Et on est très concentré sur cette relation entre les deux. On a des mécanismes assez classiques entre eux, voilà, des non-dits qui vont conduire à des embrouilles, qui vont conduire à de la rancœur, puis ils vont se retrouver, ils vont s'apprécier, bref, c'est quelque chose d'assez classique dans leur relation, mais vraiment l'histoire est concentrée essentiellement là-dessus. Et l'enquête finalement passe au second plan, on part sur une théorie, on part sur une autre théorie, il n'y a aucun lien, rien du tout. Franchement, moi j'étais paumée dans l'enquête, je me disais mais pourquoi on va là, pourquoi on va là-bas? Est-ce qu'on essaye de nous orienter vers une fausse piste? Finalement tout se regroupe, hein. Mais il n'y a pas forcément de suspense parce qu'on devine ce qui va se passer. Puisque on nous a sorti deux théories, bah, on se doute bien que dans ces deux théories, il y a une part de vérité. Il y a certaines choses qui m'ont surprise. Voilà, quand on découvre... qui est à l'origine de tout ça, oui j'ai été surprise parce que je m'attendais pas forcément à ça, mais comme je me suis pas attachée ni au personnage, ni à l'intrigue, ni à l'enquête, bon ça m'a passé un peu au-dessus de la tête et puis je me suis dit bah ouais, ok, bon pourquoi pas. Je ne sais pas quoi vous conseiller parce que on l'a fait en lecture commune avec les partenaires Screenéo et certains ont le même avis que moi et d'autres ont bien aimé leur lecture et ça les a pas dérangés plus que ça, donc voilà, je ne sais pas quoi vous conseiller, je vous dirais de vous faire votre propre avis, d'essayer, de voir si ça vous tente. Je vous pose tout ça, vous en faites ce que vous voulez et si ça vous tente, allez-y, foncez. Et je vais terminer sur une note beaucoup plus optimiste parce que clairement j'ai lu ce livre en même temps, en parallèle de Sous le sceau de l'hiver. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était beau! Une bouffée d'air frais quand on voit... l'univers tellement sombre de Sous le sceau de l'hiver, et bien ici c'est lumineux, c'est rayonnant. Bref, c'est un coup de cœur pour La maison au milieu de la mer Céruléenne. J'ai adoré ce livre, c'était, je pense, grâce au contexte, voilà, le fait de lire en parallèle cette lecture en parallèle de l'autre, qui m'a fait adorer cette lecture. On va y suivre Linus, qui est un employé du ministère de la jeunesse magique. Et son rôle, c'est d'aller dans des orphelinats et de contrôler un petit peu ces orphelinats, voir s'il n'y a pas des dérives, si les employés ne font pas subir aux enfants magiques des choses qu'ils ne devraient pas subir. Et donc Linus est là un petit peu pour voir s'il ferme ou s'il donne des conseils à ces orphelinats. Il va être appelé par les grands chefs pour aller enquêter au sein d'un orphelinat très spécial, classé catégorie 4, c'est le plus haut degré de secret du ministère.
Et Linus, il sait pas vraiment à quoi s'attendre, il a un petit dossier avec le nom et puis les caractéristiques des enfants qui sont accueillis là-bas, ils ne sont que 6, et un minuscule petit dossier sur le directeur. Il va prendre ses clics, ses claques, il va partir là-bas, il reste pour un mois, et il va découvrir cet orphelinat et ses enfants. Et au-delà de ces un mois, il faudra qu'il fasse un rapport pour dire si cet orphelinat est conforme, n'est pas conforme, si les enfants sont bien traités, et surtout si ces enfants ne sont pas dangereux. Surtout ça. J'ai adoré parce que je me suis prise d'empathie totale pour ces enfants, pour Linus, pour le directeur, pour toutes les personnes qui gravitent autour de cet orphelinat, parce que c'est beau, c'est plein de bons sentiments, c'est la famille, l'amitié, la différence, mais quand on apprend à connaître cette différence, et ben on l'aime, on la chérit. Bref, c'était un concentré de bonne humeur et de beauté, j'ai adoré et ça faisait trop du bien de me replonger à chaque fois dans ce roman. Je n'avais pas envie qu'il finisse et je vous le conseille à 1000%. Peut-être que certains n'aimeront pas parce que c'est très particulier, il se passe pas grand chose finalement, ce sont des actions du quotidien, on vit la vie de ses enfants et c'est tout, mais c'est beau et j'ai adoré. Alors oui, quand on arrive vers la fin, c'est peut-être un petit peu too much, mais c'était parfait pour moi, voilà. Même si j'ai ressenti ce côté un peu too much, ça ne m'a pas dérangé, ça m'a mis le sourire aux lèvres. Et ce roman, c'est ça, c'est un concentré de bonne humeur et un concentré de beauté, de bons sentiments, avec des enfants tout choupinous qui sont pourtant pas vraiment standards, hein. Vous les voyez là, hein, devinez qui sont les enfants. Parmi un enfant avec des yeux rouges qui s'appelle Lucie, hein, Lucifer, le fils du diable, nous avons un être qui est de la nature, on a une sorte de dragon, on a un gnome qui est une fille, bref. Ah oui, un petit enfant qui se transforme en chien quand il a peur. Bref, que des personnages atypiques, mais tellement attachants, mais trop mignons. Voilà, je me suis attachée avec ces enfants qui pourtant ressemblent à des vrais petits diables quand on les rencontre, mais qui ont tellement une personnalité trop mignonne. Voilà, je ne saurais vous conseiller de découvrir ce roman. Et puis l'édition en elle-même est très belle. Je vous enlève la jaquette parce que voilà, ça reflète tout l'univers de ce roman, c'est tellement beau. Moi j'ai une petite particularité dans mon roman, c'est-à-dire qu'on m'a rajouté 30 pages. J'arrive à la page 352 et après je suis de nouveau page 321. Voilà, et je reprends 321, 322, etc. jusqu'à arriver à 353. J'ai la suite, mais on m'a rajouté des pages. Écoutez. On m'en a pas enlevé, c'est déjà bien et je crois que je suis la seule dans ce cas-là, donc voilà, j'ai une édition unique, mais coup de cœur pour ce roman. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ces 3 romans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces romans vous tentent. Pour les 2 premiers que je vous ai présentés, ils viennent juste de sortir, donc voilà, est-ce que vous avez envie d'aller en librairie ou pas? Mais en tout cas, je ne vous conseillerai jamais assez La Maison au milieu de la mer céruléenne, c'est un petit bonbon. Et en attendant, bah voilà, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.